Directeur de Radio Insolite, vous savez que jamais il ne ferait répondre à la question que je pose. Et là, je viens de lui poser la question. Vous me faites confiance? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, il faut jamais me faire confiance. Bonjour à tous et bienvenue en direct de la Part-Dieu, parce que cette fois-ci, on va parler de choses qui sont assez sympathiques. Et regardez. Alors évidemment, on n'oublie pas la législation qui fait que, mais on va parler d'abord à un homme, à un monsieur qui a un métier, un vrai, c'est ça? Bonjour Franck. Bonjour, bonjour. Vous avez un vrai métier. J'essaye, ouais. J'étais dans les vignes ce matin, j'étais dans les vignes hier toute la journée au soleil, c'était génial, un peu chaud, mais c'était bien. Ouais, je suis viticulteur en Beaujolais, sur Régnier-Durette, en appellation. Alors attendez. Oui. Donc en appellation Régnier, Brouilly et Morgon. Alors évidemment, tout le monde connaît Régnier-Durette. C'est où? Régnier-Durette, pour l'anecdote, il y a un petit architecte qui s'est fait la main en faisant une maquette. Et il a fait la même chose sur Lyon, là. C'est une basilique, Fourvière, un truc dans le style. Pierre Bozan. Donc Pierre Bozan a fait l'église de Régnier avant. Donc on est à 50 km au nord de Lyon. Oh, c'est loin. Alors c'est loin et pas loin. Je dis toujours, le Beaujolais c'est un immense terrain de jeu. C'est magnifique, c'est aux portes de la ville et on est en pleine campagne. Il y a le vignoble, il y a la gastronomie, il y a à manger et il y a plein de sentiers de randonnée, c'est génial. Il faut venir en balade en Beaujolais, c'est très beau, vous connaissez. Bon, en général, je commence toujours par la même question, mais alors c'est une question très personnelle. Laquelle? Explication, comment vous êtes-vous retrouvé à faire ça? Quel était le déclic? Quel était le moment? Déjà dans le ventre de maman, vous aviez planté des vignes? Comment ça se passait? Mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père était vigneron. Et le métier de vigneron, c'est un métier qui est très dur, mais c'est un métier passionnant parce qu'on ne fait jamais la même chose. Et il y a déjà, on est à l'extérieur, on n'est pas enfermé. Et en plus, on peut faire plein de choses différentes. Bah oui, en ce moment, je suis en train de causer avec vous. Ce matin, j'étais dans les vignes. J'ai téléphoné pour acheter un nouveau tracteur. Enfin, on a plein de métiers différents et ça, c'est génial. Ouais, la base du métier, c'est que vous plantez une graine et puis après vous essayez, vous attendez que ça pousse. Ouais. J'ai fait résumer. C'est à peu près ça, ouais. Non, c'est un peu comme la restauration. On est aussi à l'assiette autour du vin. Il y a une forme de création. L'avantage du restaurateur, c'est qu'il peut essayer des choses tous les jours. Nous, c'est qu'une fois par an. Et une belle carrière de vigneron, c'est 40 ou 50 récoltes. 50, j'exagère beaucoup. Donc là, je suis en train de réfléchir à la façon dont je vais faire certaines cuvées en septembre. Tous les ans, j'essaie de trouver des choses nouvelles, d'avancer, de faire des créations nouvelles. Et ça, c'est génial. Le côté un peu frustrant, c'est qu'il faut être patient. Il faut attendre la récolte. Et puis des fois, il faut s'adapter à la récolte aussi pour faire ce qu'on a envie de faire. C'est la nature qui commande quand même. Voilà. Est-ce que vous avez repris en fait ce qui était fait par vos aïeux? Est-ce que vous avez Comment ça s'est passé? Euh, j'ai quelques vignes que mon grand-père cultivait. C'est une cuvée qu'on appelle 1920, parce qu'il était en 1920. Le côté affectif. J'ai des vignes que mon père cultivait et le reste, c'est nous qui les avons achetées. On a construit, on a des vignes en fermage pour des investisseurs. Enfin, c'est un ensemble de parcelles différentes qui, en fonction des opportunités, on a prises, on a laissé. Donc voilà. Après, une parcelle sur une même appellation, on sait qu'il y a des secteurs qui sont plus ou moins qualitatifs. Donc l'idée, c'est de viser la belle parcelle. Vous êtes en train de me piquer la question suivante là. Mince, désolé. C'est pas grave, allez-y. Donc, ouais, sur une même appellation, tout est en appellation, mais on a quand même des arènes de sol différentes, on a des expositions différentes, des âges de vignes différentes. Et là, c'est très empirique, mais par l'expérience, on sait que tel secteur géographique sera un petit peu meilleur. On va faire des vins un peu plus structureux, un peu plus légers. Et donc l'idée, c'est de garder les meilleures parcelles. Mais ça, c'est à l'usage qu'on se rend compte qu'elles sont. C'est la terre qui fait qu'on peut obtenir un type de vin? C'est beaucoup plus compliqué que ça serait trop facile sinon. Non, il y a le terroir, forcément, il y a l'exposition, il y a l'âge des vignes. Chez nous, en Beaujolais, on a des vignes qui ont les plus vieilles, elles ont 120 ans. Elles ont été plantées tout de suite après le phylloxéra, 1900. Et des gamets de 100 ans, de 70, de 80 ans, j'ai un client hollandais, il dit c'est un trésor. On a vraiment une qualité à part avec ces vignes-là. Donc c'est un mixte, c'est le sol, l'orientation, l'âge des vignes, enfin ça serait trop facile de se cantonner à un seul critère. C'est ce qui fait la difficulté du truc aussi. Le vin, ça a toujours existé, même à l'époque gallo-romaine.
Le vin, ça a toujours existé. Après, Même les Égyptiens, pardon. je crois que c'est 6900 ans, les premières traces de boissons fermentées à base de raisin. Ça a toujours existé, mais il y a eu quand même une grosse révolution avec Pasteur au début 1900, parce qu'il a mis en place les bases de l'œnologie moderne. Et là, il y a une nouvelle grosse révolution actuellement, parce que tous les vignerons se sont vraiment penchés sur l'œnologie. On est en train de réfléchir à plein de process différents pour exalter l'effet du terroir. Donc oui, ça a toujours existé, mais c'est toujours en évolution au niveau résultat, au niveau qualité. Vous voyez ce que je veux dire? Là, actuellement, on se rend compte que, par exemple, l'utilisation du soufre dans le vin, ça a un impact. C'était une révolution avec Pasteur parce qu'on a des vins qui se conservent, qui sont géniaux. Mais on se rend compte que moins on utilise, plus on aura l'exaltation du fruit, plus on aura l'exaltation du terroir. Et là, on est dans une nouvelle approche. Enfin, comment dire, si on reste endormi sur les acquis de son grand-père, de son arrière-grand-père, on va perdre une partie du truc. Attention, hein, les cépages qu'on utilise, c'est des cépages qui ont 100 ans, enfin les cèpes, ils ont 100 ans. On a tout l'héritage de nos aïeux, donc ça c'est la base. Mais à partir de cette base-là, on peut travailler pour essayer de pousser le curseur un petit peu plus loin. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est un métier artisanal et pourtant c'est un métier noble. Alors quand je mets artisanat, je mets un grand A. Alors, c'est un métier noble et c'est presque artistique, plus qu'artisanal. Artisanal, oui, parce que C'est parce que c'est fait. nos mains, c'est nos outils de travail. Mais moi, j'aime à penser qu'il y a une part artistique dans le vin, parce qu'on démarre d'une matière première que c'est nous qui faisons en plus. Et en essayant d'imaginer, pendant les vendanges, c'est le feu, il faut être de partout. Mais une décision va donner un choix, une autre va donner, par exemple, la durée de macération, plus ou moins courte, ça c'est la dégustation, c'est la sensation. Enfin, et en fin de compte, j'ai un ami qui me dit un vin, ça peut s'apprécier comme une œuvre d'art. Et si un bon vin donne une sensation, alors une sensation de plaisir, de partage, bah c'est comme une œuvre d'art. Donc après, c'est très ambitieux et très imaginaire hein, cette explication, mais c'est celle que j'ai en ce moment. Bon, on va sur les questions insolites maintenant. Les questions insolites. J'ai un verre. Oui, Il y a une bouteille. elle est là. Elle est là. Il y a une bouteille. Alors déjà, ça commence bien. Rouge, rosé ou blanc? Alors, Ça, c'est pas la question insolite. Vous allez voir, elle va venir juste après. historiquement, on fait du rouge. C'est le gamay. Le gamay, on peut le décliner en plusieurs versions. Et donc, la version rosée est intéressante sur le gamay parce qu'on va avoir des rosés qui sont sur la rondeur, sur la sucrosité. Il n'y a pas de sucre résiduel, mais on a beaucoup de rondeur. Ça reste quand même une production à la marge. Notre production de base, ça reste le vin rouge. Et pour s'amuser, parce que je trouve que faire toujours la même chose, il n'y a plus de défi. J'ai planté des vignes en blanc, donc en chardonnay, bon, j'ai les villages blancs, et en vionnier, donc là c'est en vin de France blanc, et c'est super intéressant. Mais là, c'est au moins quand on boit du blanc, c'est du nôtre, et je trouve ça marrant. Et c'est vraiment très intéressant, on a des belles choses sur le blanc aussi. Mais historiquement, nos vins, ça reste du vin rouge. Mais je vais vous faire goûter mon rosé. Avec plaisir. Alors justement, c'est bien parce que cette image, elle est assez excellente parce que tout être humain a 5 sens. Question insolite? C'est la question insolite. Alors attention, accrochez-vous. Tout être humain a 5 sens, on est bien d'accord? Oui. Je n'ai pas eu d'éducation du palais. Ah non, la dégustation, c'est l'utilisation des 5 sens, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le premier sens, c'est l'ouïe. Quand on... non, non, mais ça paraît... Quand on verse le vin dans le verre? Exactement. Le bruit de déboucher la bouteille. Non, non, mais écoutez mon explication. Le bruit de la bouteille qu'on débouche, le vin qui glisse dans le verre, ça va vous préparer psychologiquement à la dégustation. Vous allez commencer à saliver, votre corps va se mettre en position pour déguster. Et ça paraît anecdotique, mais l'outil sensoriel qui permet de déguster, c'est votre corps. Et le meilleur exemple, quand vous êtes malade, quand vous n'êtes pas en bonne forme, n'importe quel vin vous paraîtra fade ou pas bon parce que votre outil est défectueux. Donc de se mettre prédisposé à apprécier la dégustation, ça commence par l'ouïe. Après, il y a la vue. Quand vous dégustez, vous regardez le vin, s'il est limpide, s'il est trouble, sur un vin rouge, s'il est très coloré, ça va vous indiquer déjà ce que vous allez boire. Après, il y a l'olfaction, donc les arômes que vous allez avoir au nez. Donc voilà. Ça sent le vin.
Excusez-moi, non mais je fais exprès là, je fais un peu le candide. On reviendra après. Allez-y. Après, il y a l'olfaction, et après, il y a le goût, donc en bouche, donc le sucré, le salé, et le tactile, c'est la sensation que vous allez avoir du vin dans la bouche, sur la langue. Donc la dégustation, on utilise les cinq sens. Si, si mon nez n'a pas été éduqué, comment dire, à pouvoir sentir. Quand je m'en voulez pas, quand je mets le nez dans le verre, je sens du vin. Mais est-ce que j'ai eu l'occasion d'aller faire un tour à l'université du vin à Suze-la-Rousse. C'est complètement, c'est extraordinaire ce qu'ils sont capables de faire. Alors, je pense qu'il faut désacraliser la chose. Vous avez deux options. Soit vous prenez l'option très technique, onologue, qui, qui peut être un des défauts personnels que j'ai, c'est on sent le vin, on le décortique, on essaie de trouver tous les arômes. Mais est-ce que c'est vraiment ça le vin? Le vin, c'est le plaisir. Vous sentez, ça sent bon, il y a quelques notes de fruits rouges, d'épices. Mais le but du vin, c'est de se faire plaisir et de partager un moment avec des amis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous voulez vraiment décortiquer le vin, savoir les arômes, là vous pouvez embaucher un sommelier qui va vous guider, vous dire quels sont les arômes. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? L'âme du vin, c'est de partager un moment avec des copains, de se faire plaisir. Et vous verrez que si le vin est bon, la bouteille va descendre toute seule, il n'y en aura plus. Et c'est ce que je dis souvent, peu de gens sont vraiment connaisseurs, experts, mais quand c'est bon, ils le savent. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils le savent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, le vin c'est ça, ni plus ni moins, pas se prendre la tête. Et un bon vin, c'est un vin qu'on partage avec des amis, avec qui on se fait plaisir, qu'on partage un bon moment. Ça reste l'âme. Je vais préciser depuis le 9 mai, parce que bon, c'est vrai que dans toute cette période, comme vous avez fait, parce que sans dégustation, sans accueillir les gens dans la cave, c'est un peu plus complexe. Ça a été une année un peu, enfin une année et demie on va dire, un peu bizarre, parce on a été obligé de travailler différemment. Tous les gros salons, je fais le salon des vignerons indépendants de Lyon, donc Eurexpo et Tony Garnier, ont été annulés. Mais du coup, les gens, ils s'ennuyaient un petit peu. Enfin, je sais pas vous, mais quand on était confiné, qu'on n'avait pas le droit de sortir, l'heure de l'apéro, elle était longue à arriver. Et on a fait une belle année commerciale parce que différemment, on a beaucoup expédié. Les gens sont venus sur le domaine pour récupérer des commandes. Et du coup, on a fait une année commerciale très, très bonne, mais de façon complètement différente par rapport à nos circuits habituels. Donc on peut se permettre de faire ça une année ou deux, d'expédier aux gens, mais l'âme du vin, ça reste quand même la rencontre, l'explication, les moments qu'on passe avec les gens sur les salons. Et ça, j'ai vraiment hâte que ça recommence parce qu'on passe des super moments, j'adore ça. Mais les gens nous ont suivis, ils ont joué le jeu, ils ont continué Et paradoxalement, l'année dernière, par exemple, j'ai fait plein de mariages. J'ai vendu du vin pour plein de mariages parce qu'il y a eu un tout petit créneau entre. Et c'est une année où on a fait énormément de mariages, alors qu'il n'y en a presque pas eu. Il y avait, j'espère qu'elle va revenir, la fête des crues dans le Beaujolais, qui était un truc extraordinaire, où quand vous y alliez, ça durait 3 jours, il fallait mieux dormir sur place. Hein. Parce que on entend souvent consommer avec modération, il faut faire attention, etc. On entend souvent des messages d'alerte ou de sécurité. Comment est-ce qu'on peut comprendre ces types de choses? Ouais, alors, faut pondérer la chose. Le vin, ça reste une boisson alcoolisée, il ne faut pas abuser, on en est tous conscients. Les vrais amateurs de vin, si vous voulez devenir alcoolique, entre guillemets, vous ne boirez pas des bouteilles à 8 ou 10 euros la bouteille. Dans les régions viticoles, c'est là où les études l'ont montré, où on a le moins d'alcoolisme. Parce que le vin, c'est une culture. On boit du vin pour passer un bon moment. C'est vrai qu'un petit peu d'alcool, ça aide aussi à passer un bon moment. Mais à la cave, nous, les gens ne repartent pas sous. C'est une dégustation, c'est une découverte. On n'est pas obligé de boire 3 verres pleins pour découvrir un vin. Donc, le vin, ça reste un moment qu'on partage. L'objectif de boire du vin, c'est pas de se saouler. Enfin, c'est pas comme ça que j'entends la chose. Moi, C'est clair. Votre plus beau souvenir? plus beau souvenir, il y en a plein. On a le temps, on y va. Celui-là qui me vient à l'esprit comme ça. En dehors de notre rencontre, évidemment. Hein, Non, mais ça reste entre nous, ça. Un qui me vient à l'esprit tout simple, c'était au Salon de Paris, un salon des vignerons indépendants de Paris, il y a 900 vignerons. Et à 5 mètres de notre stand, il y a des clients, des petits jeunes, 20-30 qui arrivent. Elle avait un sourire jusque-là quand elle nous a vus. Et je lui dis, tu vois, c'est pour ça que j'aime mon métier. Quand je te vois arriver comme ça, elle m'a vu, elle a pris le sourire, elle savait qu'elle allait passer un bon moment. Et ça, j'adore.
Je sais même pas ce qu'elle m'a acheté, ça à la limite, je m'en moque, parce qu'on a passé un super moment et elle était contente de nous voir. C'est mais des souvenirs, il y en a plein, hein. Mais ça, c'est marrant. Un autre des souvenirs, je fais des macérations très longues de 20 jours. Et j'ai imaginé ça, c'était 2008, la première année. Et au bout de 12 jours, j'ai goûté ça à la cuve. Au bout de 12 jours, on a vraiment le vin qui bascule. On a le terroir qui prend le dessus sur les arômes fermentaires. C'est presque du vin, c'est encore en fermentation, mais c'est presque du vin. On se rend compte à ce moment-là si c'est génial ou pas. Enfin, si c'est génial, entre guillemets. Et je goûte ça et j'ai pris une baffe. Je dis, oh là, c'est un truc de fou. Et je suis monté faire goûter ça à Béatrice. Elle me dit, ah bon, si tu le dis. Et après, j'ai fait goûter à l'onologue qui nous suit, il me dit, ah bon, si tu le dis. Je dis, ah bon sang. Et en fin de compte, cette cuvée-là, à l'époque, les concours avaient beaucoup d'importance. Elle était sortie première de toute l'appellation Morgon à la Saint-Vincent à Mâcon. Elle était sortie à Paris en médaille d'or. Et c'était vraiment une cuvée géniale. Et à ce moment-là, il n'y avait que moi qui l'avais vue. Et je me suis dit, est-ce que je suis fou? Parce que pendant le vendange, quand on fatigue, des fois, on perd un peu de lucidité. Mais des souvenirs comme ça, je peux vous en raconter beaucoup. Donc on va s'arrêter là. Béatrice, il vous a fait passer un message pour info. Hein. Béatrice, c'est ma femme, excusez-moi. Ah pardon, non mais c'est pas grave. Non mais si vous êtes prêt à la scène de ménage, ça, c'est pas un souci. Comment vous sentez, on va dire, cette reprise? On est tout content puisqu'aujourd'hui, ça y est, on n'a plus besoin de porter le masque. On va pouvoir faire une fête de la musique exceptionnelle, merveilleuse et extraordinaire. Comment vous sentez les jours à venir, les semaines à venir? J'en ai aucune idée. Non, mais bien vrai. Parce que Merci pour l'authenticité de votre réponse, c'est important. non, quand le confinement a commencé, le Covid a commencé, on s'est dit on va se vautrer, ça va être une catastrophe. Les gens, et en fin de compte, les gens ont consommé. Euh, Chaque fois, enfin tous les mois, tous les 2 mois, la donne change. Donc très franchement, j'en sais rien. Logiquement, les gens vont se réouvrir, ils vont refaire la fête, ils vont repartager ensemble. Mais je suis bien incapable de pouvoir deviner comment ça va se passer parce que tout ce qu'on avait pensé, ce qui allait se passer il y a 2 ans, et rien n'est arrivé. Au début du confinement, on s'est dit, ben non, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Et en fin de compte, ils ont consommé, ils ont quand même continué à vivre, à prendre du bon temps. Donc, je sais pas, on verra. Je vous le dirai ça en fin d'année. On a le sentiment qu'il y a un vrai retour à la terre. Moi, j'étais avec les gens d'Aix-les-Bains ce matin au téléphone et ils me disaient qu'ils ont de plus en plus de réservations. Les gens vont moins partir à l'étranger, vont profiter de la nature, de la verdure, de tous les espaces verts. Et ça, c'est vrai que de votre côté, il y a de quoi faire. Alors nous, on le voit, beaucoup d'urbains sont venus passer le confinement en campagne et pour le coup, l'immobilier en Beaujolais est en train d'exploser, ça flambait. Et comme je vous disais, la campagne, c'est une vraie richesse, quoi. Quand vous êtes en pleine nature, obligé de porter des masques en ville avec le bruit et que vous... On a des arbres, hein, on est rue de la Pardieu, mais on a des arbres. Ouais, mais c'est pas les mêmes. Et du coup, non, les gens apprécient de nouveau la campagne. Et comme je vous disais, hein, j'ai plein de Lyonnais qui redécouvrent notre région. J'en ai plein qui nous disent, mais c'est beau chez vous. Je dis, bah oui, c'est à 50 minutes. Et du coup, ouais, ils viennent, ils se baladent, ils font une marche, ils vont au restaurant, ils viennent passer un moment à la cave. On a mis une cave à casse-croûte en place. Les gens peuvent emmener leur casse-croûte et ils déjeunent dans une cave à disposition. Mais ça, ils ont déjà commencé à le faire entre les périodes de relâchement, entre les déconfinements, les confinements. On a eu énormément de monde l'été dernier, quand ça s'est libéré. Il y a eu énormément de Lyonnais qui sont venus sur le domaine. Donc oui, ils sont en train de redécouvrir notre région et c'est tant mieux parce que c'est magnifique. Enfin, je ne suis pas très objectif parce que... On sent depuis le début. Bon allez, juste pour en finir, comment dire, parce que je ne veux pas abuser de votre temps. Oui, il faut goûter le rosé, comme vous dites. Allez, je vais le goûter pendant que vous répondez à la question. Pour en finir, est-ce que vous avez mis des nouveautés? Est-ce que vous avez mis en place des ateliers, des choses qui permettent justement de découvrir vos cuvées? Non, enfin non, oui et non. Les gens, quand ils viennent à la cave, c'est moi qui les reçois. Et on fait une vraie dégustation. J'essaye de leur expliquer mon métier, j'essaie de leur faire découvrir tout ce que je fais. C'est ce que je dis toujours, quand on met de la passion dans ce qu'on fait, eh ben, ça se vend tout seul parce que des cuvées difficiles à réaliser, qui sont réussies et qui sont à peu près dans ce qu'on veut obtenir et qui sont très bonnes, eh ben, ça se vend tout seul parce qu'on l'explique comment on l'a fait. Là, ça fait plusieurs années, je fais des cuvées sans sulfite, sans soufre. C'est génial. Ben, on les goûtera tout à l'heure. On est vraiment sur le fruit, l'exubérance. C'est des trucs qui sont très pointus et si on veut que ça marche, il faut être très très précis là-dessus. Et c'est un vrai défi. Et quand ça marche, la conservation est identique à un autre. Mais
pour le coup, c'est une vraie passion qu'on peut partager. Donc l'atelier, c'est le moment qu'on passe à la cave. Après, l'autre atelier qu'on a mis aussi en place, comme je vous disais, on a fait le pique-nique des vignerons indépendants. C'est sympa, il y a plein de gens qui viennent. Mais 50 personnes à la fois, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas être avec tout le monde. Donc du coup, les vignerons indépendants, le pique-nique, on le fait à longueur d'année. J'ai samedi, dans 2 jours, des Lyonnais qui viennent, ils emmènent leur casse-croûte et ils cassent la croûte dans la cave. Donc on a une cave à disposition pour ça. Donc voilà, l'atelier c'est le Beaujolais, c'est notre région, ça suffit. Avant de finir sur la dernière question, comment est-ce qu'on fait pour vous retrouver? Pour me retrouver, c'est facile, vous tapez sur Google, Merci. Franck Chavy. C'est HAVY. CHAVY, ouais. Où vous tapez. J'avais une cuvée qui avait été le meilleur gamay du monde il y a 2 ans, donc normalement les moteurs de recherche Google nous retrouvent facilement. C'est mieux de donner un coup de fil pour prendre rendez-vous, parce qu'avec le Covid, comme je vous dis, on a plusieurs espaces de dégustation, et en fonction du nombre de personnes qu'il y a à la cave, on adapte l'espace de dégustation. Donc l'idéal, c'est un petit groupe dans la cave principale, mais sinon on peut se mettre un peu plus nombreux dans les espaces plus grands. Voilà. Après, il faut venir voir mon site, on essaye de le détailler et de vous faire voyager jusque chez nous. Oui, je suis bavard. La dernière question, elle n'est pas facile. Vous savez que parfois, je me fais un gros plaisir. Bah tiens, il est en train de regarder Christian Vidal, qui est notre partenaire à Toulon. Top FM Toulon, c'est la radio leader dans le Var. Il est aussi sur la chaîne varoise. Alors là, Christian est en train de regarder. Qu'est-ce qu'il met comme commentaire? Ça commence par le bruit du bouchon qui sort du bouchon. Christian est à Toulon. Je vous donne le micro. À vous, pendant 30 secondes, de convaincre Christian de dire tu arrêtes tout de suite ton émission, que tu viens tout de suite à Ragné-Durette. 30 secondes, la meilleure façon de le Regardez-le, il vous regarde. La meilleure façon de le convaincre, ça serait de venir goûter le vin. Mais c'est compliqué en dématérialisé. Christian, tu prends le TGV, tu nous rejoins? Allez, je te retrouve si tu veux. Faut que j'aille chercher mon fils à 16h à l'école, donc on a le temps. Non, Toulon-Lyon, faut pas exagérer. C'est puis bon, vous comprenez, attendez, à son âge, il faut qu'il aille faire la sieste. Christian, tu fais la sieste. Comme j'aime, tu peux pas me répondre et j'en profite et tout. Merci. Et puis, moi, ce que j'adore quand on fait un truc comme ça, c'est, vous avez vu l'état de vos yeux? Non, non. Ils pétillent. Et j'adore quand les gens, ils ont des yeux qui pétillent. Bon, il faut qu'on dise juste en chœur. Merci Julie Chloé. 3, 2, 1. Merci Julie Chloé, puisque c'est Julie Chloé Moujol, notre ex-Miss Paris, chroniqueuse sur Direct Enjeu, la radio insolite, et évidemment sur Eco Réseau, qui me fait le bonheur de vous rencontrer. Les deux, C'est qui elle? Ça se dit pas c'est qui elle et on monte pas du doigt. Je vous présente Aurélie. Aurélie, c'est la personne qui a fait qu'on s'est rencontrés aussi. Donc celle qui s'occupe, attachée... Et c'est elle qui est censée parler, chanter une chanson. Voilà, celle qui va nous faire la chanson de départ. Vous avez de la chance, je ne ferai pas le coup. Salut à tous, à très vite.